Aujourd'hui, on aborde un sujet qui nous touche tous de près ou de loin, quelque chose qu'on a tous déjà subi au moins une fois et qu'on subira sûrement toujours dans notre vie. On parle aujourd'hui de la discrimination. Donc aujourd'hui, le thème, c'est le corps discriminé. Donc aujourd'hui, nous allons voir différentes façons, par étapes, comment le corps est discriminé, dans quelle mesure, par quels moyens, par quelle forme. Alors, tout d'abord, on va commencer par la discrimination par le corps, justement. Parce que le corps, c'est un marqueur social. Notre apparence physique est un marqueur social. Ça peut être un critère d'admission comme un critère d'exclusion. En fait, si on répond à certaines normes esthétiques qui sont imposées par la société, on aura plus de chances dans la vie. On aura plus d'opportunités, que ce soit dans les relations ou dans l'emploi. On aura même un effet de halo autour de nous. Et dans ce cas, je vous renvoie à la vidéo sur l'effet de halo, mais je vous renvoie aussi également à la vidéo sur le corps parfait qui explique ce que je suis en train de dire. Le fait que la société impose des normes esthétiques et que si on y correspond, bah, on a plus de chance. On est discriminé positivement quelque part. Car on n'a pas choisi d'avoir un tel physique, par exemple. Et au contraire, si on ne correspond pas à certaines caractéristiques, si on a des caractéristiques corporelles qui sont mal jugées, justement, on peut être stigmatisé, on peut subir. Par exemple, le poids, la taille, le handicap ou simplement ce qui est considéré comme moche peut nous stigmatiser, nous empêcher d'atteindre un certain statut social. Les gens vont émettre des jugements négatifs sur nous. Quelqu'un qui est en surpoids, par exemple, il va être jugé comme feignant, comme quelqu'un qui sait pas travailler, qui a aucune discipline, qui a aucun respect pour lui-même. Ou quelqu'un qui est petit, par exemple, on l'a vu dans la dernière vidéo, que il peut être perçu comme quelqu'un de moins apte à prendre des décisions. Par exemple, c'est quelque chose de tout simple. La couleur de peau aussi, elle peut jouer un rôle, mais ça, on y reviendra plus tard. Et donc, toutes ces caractéristiques qui sont des attributs physiques qu'on ne contrôle jamais totalement et qu'on ne contrôle pas réellement, bien que ça reste un sujet à débat, sont des sources de discrimination. Alors maintenant, on va parler des formes que la discrimination corporelle elle prend. Et on va commencer par le validisme. Alors le validisme, c'est quoi? C'est l'idée que les personnes en situation de handicap vont être discriminées. En fait, validisme, ça vient de la racine valide. Une personne valide, c'est une personne qui est en bonne santé, qui ne souffre pas de handicap. Et donc, le validisme, c'est le fait de favoriser ces personnes-là et de dénigrer les personnes qui sont en situation de handicap, qui sont jugées comme moins fortes, moins aptes. Les personnes qui sont handicapées, on leur voit leur corps perçu comme bah, diminué. Elles sont exclues de l'affaire professionnelle, par exemple, l'affaire sociale. Elles sont également exclues de l'espace public parce que on doit parfois faire des aménagements pour eux. Et ça, ça c'est un problème qu'ils soient exclus. Justement, c'est pour ça qu'il existe des lois, des législations pour que les personnes en situation de handicap soient de plus en plus intégrées. Mais encore une fois, je le détaille dans la vidéo sur le corps handicapé. Bref. Il y a aussi le racisme et autrement dit le colorisme qui sont des attributs corporels auxquels on peut rien faire. Le racisme, donc, c'est le fait de discriminer quelqu'un pour ce qu'on appelle notre race, bien qu'on sait tous que la race n'existe pas. On peut peut-être parler d'ethnie dans ce contexte, mais c'est la critique du différent. Donc, les personnes peuvent être critiquées pour leur physique, donc pour leur couleur de peau, par exemple, qui serait trop foncée ou trop claire ou d'autres attributs physiques racisés, que ce soit la forme des yeux, la forme des lèvres, du nez, les cheveux, euh, toutes ces caractéristiques physiques, corporelles qui sont génétiques, sont des sources de discrimination sociale, car on peut avoir des préjugés envers certaines personnes. Et pourtant, ce sont des personnes qui sont sûrement à compétences égales, des personnes normales, hein, bien sûrement, mais juste oula, normal, oula, c'est très violent, normal. Mais pas normal dans le sens un peu cancel. Dans le sens normal des personnes qui se comportent normalement en société. Voilà, c'est ce que je voulais dire, si vous voulez. Je veux pas avoir de sauce. Enfin bref. Et pourtant, elles seront mal jugées à cause bah, d'une certaine couleur de peau, par exemple. Aussi, le racisme, il peut avoir lieu au sein d'un même groupe social à cause du teint de peau. Par exemple,
plus t'es noir, plus tu seras mal jugé. En Afrique subsaharienne, c'est comme ça que ça se passe, par exemple. Plus t'es clair, même si t'es noir, plus tu es mieux. En fait, plus tu te rapproches de la clarté, mieux tu seras jugé. C'est le colorisme. On va passer à quelque chose d'autre, on va passer au sexisme. Voilà, donc ça c'est simple. C'est le fait que les fonctions physiques de la femme, notamment, vont être objectifiées, vont être limitées à des opportunités. Le poids, le poids, la beauté sont des caractéristiques qui, aujourd'hui, sont des valeurs. Le fait d'être beau, le fait d'être mince ou pas, des valeurs que nous avons et c'est un moyen de nous juger, de nous classer. Par exemple, les femmes souffrent beaucoup, de toutes ces injonctions sociales, sur le fait de garder le ventre, d'avoir un ventre plat, par exemple, d'avoir plein répondre à tous ces critères. Je renvoie vraiment à la vidéo, sur, le corps parfait, qui parle de tous les critères et tous les stigmates que la femme, subit. Mais, également, la femme, elle subit, donc toutes ces normes, mais elle subit aussi des pressions, elle peut subir du harcèlement. Parce que dans ce contexte, le corps des femmes qui est objectifié, bah, il peut être vu comme, vraiment par certaines personnes, comme un bout de viande. Comme, vraiment, c'est horrible de le dire, mais comme une proie, comme, quelque chose, inconsommable. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Par exemple, on voit ça dans le patriarcat, on voit les femmes qui se font suivre dans la rue, les femmes qui se font violer. Je renvoie à la vidéo sur le viol. On voit donc aux agressions dans le métro, par exemple, les regards, les femmes qui se font siffler, sur, etc. Ce sont tout un tas d'injonctions que les femmes subissent parce qu'elles ont un certain type de corps. On va maintenant parler de la grossophobie, on y reste. Donc ça, c'est assez simple, grossophobie, c'est la discrimination envers les personnes qui sont en surpoids, qui sont en obésité, sont donc marginalisées, qui peuvent être mal jugées, on a une perception négative du corps gros en fait, car donc c'est un manque de volonté, de contrôle, de la paresse, c'est tout ce que j'ai dit précédemment, mais c'est une manière d'écarter quelqu'un de la sphère sociale par la simple vue, de son corps. Par exemple, les personnes grosses peuvent pas s'habiller de certaines manières, le monde n'est pas adapté aux personnes en surpoids et c'est un état de fait et c'est une forme de grossophobie, de discrimination, corporelle, mais institutionnelle. Ensuite, on a l'agisme. Alors l'agisme, c'est une discrimination liée à l'âge. Alors c'est pas forcément envers les vieux, ça peut être aussi envers les jeunes. Par exemple, les jeunes, l'agisme peut faire en sorte que les jeunes, quelqu'un qui paraît jeune, il va être jugé comme enfantin, comme moins crédible. On va pas le prendre en sérieux. On va moins le respecter. Une personne jeune sera vue comme quelqu'un d'insouciant, qui sait pas, qui a pas assez vécu. Et donc ça peut lui causer des problèmes, notamment dans la recherche d'emploi où la personne qui a l'air jeune ou qui est jeune n'est pas, n'est pas prise au sérieux, n'est pas acceptée. Et sinon, on a à l'opposé les seniors qui, eux, sont totalement exclus du marché du travail, qui sont exclus de la vie sociale, qui sont exclus de la société, qui sont marginalisés, qu'on les prend pour des vieux, on prend les personnes âgées comme des vieux séniles qui comprennent pas le monde, qui sont dépassés, qui savent rien. Et beaucoup de personnes âgées souffrent de solitude. Là, je peux renvoyer à une autre vidéo également que j'ai fait sur l'âge, mais ça sera dans les cadres des solidarités intergénérationnelles. Enfin, on va parler d'autre chose. On va arrêter de parler de tous ces critères, de tous ces discriminations. On va parler des perceptions dans la philosophie et dans la société. Donc, on va traiter à l'aide de trois théoriciens différents. Donc, on va commencer par la philosophie de Foucault. Alors, Foucault, il dit que notre corps est discipliné par la société. En gros, il parle du concept de biopolitique. Donc, c'est que le pouvoir, il contrôle le corps, il contrôle la santé, il contrôle la vie, le pouvoir politique, parce que c'est eux qui décident de quels sont les critères de beauté, quels sont les critères du corps. Et ça, on peut voir ça évolue avec les différentes politiques. Par exemple, en 1940, en Allemagne, c'était le nazisme qui prenait l'homme nouveau, l'homme arien, l'homme blanc, l'homme musclé.
Ça change et c'est aussi l'État qui décide de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qui est bon, de manger et ça a un rôle direct sur le corps. Mais ça, c'est plus dans le thème de l'alimentation, c'était l'an dernier et aujourd'hui, nous, on ne parle pas de ça. Sinon, on a également, Pierre Bourdieu qui donc sociologue, français très connu, très important de connaître Pierre Bourdieu parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, dans le cas des solidarités et du corps, faut le sortir, faut le sortir. Il y a une citation de lui, il faut faire. Qui, considère que le corps fait partie, des types de capital qu'on a, précisément du capital social. Bourdieu, il distingue 3 types de capitaux: le capital, culturel, économique et social. Le corps, il fait partie du capital social de par, le fait que, nous avons un certain capital, musculaire. C'est ça, notre capital physique. Donc c'est une fa une nous sommes ouh là, je bégaye. Nous avons plus ou moins une aptitude plus ou moins forte à s'exercer avec notre corps et donc ça fait partie de l'habitus, donc c'est l'influence de notre éducation sur le corps et donc l'influence du milieu social qui fait que, par exemple, on va avoir l'habitude de faire du sport et cetera et donc on va développer un certain capital, physique qui va jouer en notre faveur à l'avenir. Quelqu'un qui est musclé, qui est agile et cetera, il sera mieux perçu socialement et c'est tout à fait normal que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais ça, des fois, ça dépend pas forcément que de nous, ça dépend si enfant on a été habitué au sport, par exemple, si, on a été mis à disposition, si notre éducation a fait que nous avons pu nous inscrire dans un club, et cetera, et cetera. Enfin bref, en tout cas, ça fait partie, d'un, capital que nous développons nous-mêmes. Enfin, on va parler de, Simone de Beauvoir. Donc sa citation, qui est, très, très connue, je n'ai même plus envie de la citer tellement elle est connue, qui vient du deuxième sexe. Bon, je la cite quand même: «On ne naît pas femme, on devient». Voilà, parce que Beauvoir, elle théorise le fait que, le féminin, la féminité, c'est une construction sociale. C'est que personne n'est femme, à la base. Il y a pas une féminité, naturelle qui vient, comme, un ordre du monde, en fait. C'est vraiment, une construction par la société qui est fait dans nos esprits. C'est des schémas de pensée et le corps féminin, justement, il est soumis aux attentes, du patriarcat et Beauvoir, elle est contre ça, absolument contre ça. Elle est, féministe, elle est révoltée, elle s'oppose. Par exemple, le corps féminin vu en tant que, bah, corps maternel, la maternité, la beauté, d'une femme, la jeunesse, la minceur, toutes ces caractéristiques-là font partie de la construction sociale de la féminité. Mais c'est absolument pas quelque chose de naturel. Voilà. On va parler maintenant des luttes contre les discriminations corporelles. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce que, par exemple, il y a des mouvements de revendication qui sont créés parce qu'aujourd'hui, nous, on est en 2025, le 21e siècle. C'est le siècle des luttes, le siècle où des combats où la parole se libère. Les mouvements féministes, par exemple. On a également le body positivisme qui fait que les corps, même ceux qui sont pas adaptés, sont plus mis en avant. Des personnes qui sont en surpoids, ou qui sont transgenres sont mis en avant dans des publicités, sont mis en avant dans la sphère sociale, pour justement être accepté. C'est le fait d'accepter son corps et s'accepter comme on est et de pas se marginaliser et de pas justement se, discriminer. Donc ça, c'est très important, c'est l'inclusion de tous les types de corps, divers et pas seulement d'un seul moule, uniforme qu'on nous a, transmis et qui est, sollicité, dans les médias. Enfin, il y a des lois et des protections qui sont également faites contre, par exemple, la loi pour la lutte contre la discrimination au travail et également, dans les médias qui, permet à des personnes qui sont en situation de handicap, par exemple, de pouvoir travailler dans certaines entreprises et d'être médiatisées également.